Mesdames et messieurs, si vous me le permettez, je vais parler de la tribune, bien entouré que je suis par Jacques Pélissard, votre président, André Liéniel et Bertrand Delanoë, avec nos deux collègues, membres du bureau, et vos invités. Je vais vous parler très franchement, très librement, comme il se doit devant une assemblée de gens responsables. Parce que si vous êtes des maires, vous êtes des gens responsables, ce qui signifie très précisément que dans chacune de vos journées, au service de vos mandats, vous devez dire plus souvent non que oui. La première définition du responsable, c'est que c'est à lui qu'il revient de dire non. La première définition de l'irresponsable, c'est à lui qu'il revient d'aligner les oui. Un maire, devant les innombrables demandes de ses adjoints, dit plus souvent non que oui. Devant les innombrables demandes contradictoires de ses administrés, répond beaucoup plus souvent non que oui. Et pourtant, Bertrand Delanoë a parlé de respect. On respecte davantage celui qui a le courage de dire non que celui qui, pour des mauvaises raisons, a la lâcheté d'égrener les oui de complaisance. C'est pour cette raison que je suis... Attendez, je vous propose une chose. Si vous êtes satisfait à la fin, faites un blot de tout, protestations et applaudissements. Mais je voudrais vraiment m'adresser à vous de la façon la plus sérieuse et la plus profonde. Bertrand Delanoë, dont je pourrais signer son discours, il me permettra juste un codicile. Kofi Annan dit « Les problèmes sont mondiaux, les solutions sont locales. J'ai une exception. Je crois à la nation, je crois à l'État et je crois qu'il serait une grave erreur d'imaginer qu'entre la mondialisation et la commune, la nation n'existe pas. L'État national est une idée moderne. » Je suis sûr que Bertrand Delanoë partage cet avis, mais enfin, cela méritait d'être précisé, parce que trop nombreux sont les spécialistes, les mêmes qui nous expliquaient hier qu'il y avait trop de communes, qu'il fallait les regrouper, sont aujourd'hui ceux qui nous expliquent qu'il y a trop de nations, qu'il faut également les regrouper. La réalité nationale, l'idée nationale, n'est pas contraire à la mondialisation et n'est pas contraire aux terroirs locaux. À partir de ce moment, je voudrais faire une remarque globale et puis essayer de répondre à tous les sujets précis, argumentés, qu'a évoqué votre président Jacques Pélissard. Vous avez choisi comme thème de votre congrès, au fond, l'avenir. Si j'ai bien compris, demain, quel sera notre rôle et quels seront nos moyens? Vous avez raison. Mais c'est la question aussi pour la France. Quel sera son rôle? Quelle sera sa place? Et quels seront ses moyens? Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Comment faire pour que la France reste la France dans un monde qui bouge à une vitesse stupéfiante, colossale? Il y a un siècle, la France faisait partie du peloton de tête des nations qui comptaient. Au fond, elle avait 2, 3 concurrents. Et c'était terminé. Aujourd'hui, toutes les décennies, nous voyons arriver des concurrents, des nations qui travaillent plus que nous, des nations qui travaillent mieux que nous, des nations qui n'ont rien à nous envier en termes de technologie et de qualité de formation de leurs citoyens et de leurs nationaux. C'est ça le nouveau contexte. Et ça concerne les maires comme n'importe quel autre citoyen. Lorsque les présidents de la République venaient dans vos congrès, ils venaient assurer d'une France qui comptait parmi les grandes nations du monde parce que c'était une donnée. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule nation qui compte comme une donnée, elle compte quand elle mérite, quand elle s'adapte, quand elle se modernise, quand elle change ses habitudes, quand elle a l'audace de l'innovation. Or, cette question qui vous est posée dans chacune de vos communes,
mais elle est posée dans l'addition de toutes les communes qui fait la France. Et un peu plus, car la France, c'est toutes vos communes et un peu davantage. Alors, quelle est la caractéristique de notre pays depuis 30 ans? C'est assez simple, et je suis bien d'accord avec vous. Toute majorité confondue. Quand les choix étaient trop difficiles, quand les réformes étaient trop conflictuelles, quand la rue descendait ou s'exprimait, pour des raisons souvent bonnes et souvent compréhensibles, on décidait soit de reculer, soit de renvoyer après l'élection. On va tout de même pas faire ça avant une élection. Problème, il y a des élections chaque année. On diffère, et le rendez-vous est plus douloureux. Parce qu'à force de refuser de sauter l'obstacle devient de plus en plus important. Ce n'est pas une question de gauche, de droite, d'opposition, de majorité. C'est une question de lucidité. Nous avons chacun d'entre nous, à notre part, la responsabilité de l'avenir de notre pays, les uns à Paris, les autres dans un village rural, et moi pour la France, pour le mandat qui est le mien. Dans quel état le trouvons-nous? Dans quel état nous laissons le pays? Qu'est-ce que nous laisserons à l'histoire? Qu'est-ce que nous aurons apporté comme changement qui aura fait progresser notre région, notre département, nos communes ou notre pays? C'est la seule question qui compte. Et naturellement, mon cher Jacques, les vraies réformes, les grandes réformes, elles sont forcément douloureuses et difficiles, sinon elles auraient été faites. Puis-je prendre un ou deux exemples? Je répondrai à toutes les questions techniques, mais je veux mettre ça dans ce contexte. Quand le général de Gaulle promeut la décolonisation, peut-être les plus anciens parmi nous s'en souviennent, mais il y a les dîners, il n'y avait plus un seul dîner qui allait jusqu'au bout. Les gens s'insultaient. Cette idée tellement aujourd'hui acceptée par tout le monde qu'il fallait rendre la liberté à ces peuples était une idée profondément conflictuelle lorsque le général de Gaulle l'a voulu. Prenons un autre exemple tout à fait différent. Quand François Mitterrand, courageusement, avant l'élection présidentielle, puis après, a décidé qu'il fallait en finir avec la peine de mort. Mon Dieu, quelle bagarre! Même s'il se trouvait de l'autre côté de l'échiquier quelques-uns, dont était le président Chirac et dont j'étais, qui étaient abolitionnistes. Mais que nous disait-on à l'époque? Vous n'y pensez pas. La peine de mort, les Français la souhaitent. Et pourtant, il l'a fait. Et ça reste, dans le mandat de François Mitterrand, incontestablement, qu'on soit de gauche ou de droite, comme un moment incontournable. Et lorsque Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil ont eu le courage d'affronter toute une partie de leur majorité sur la question si difficile, si douloureuse des femmes, de la maîtrise de leur sexualité, de leur grossesse, et qu'il y a eu la première loi sur l'IVG, ça s'est passé dans quel climat? Dans quelles oppositions? Dans quelles intolérances? Ainsi va la France. Il n'existe pas de grandes réformes sans qu'il y ait des grands débats et des grandes oppositions. Et puis, une fois que la réforme est faite, les choses se calment comme par miracle, comme si le pays reprenait son calme, son souffle, comme si chacun, à son tour, réfléchissait. Je prends la question des retraites pour nous, difficiles, douloureuses, complexes, bien sûr. Mais vous savez, non, que des applaudissements ne répondent pas au sifflet, on se passe des deux, parce que tout simplement, ce n'est pas parce qu'on siffle qu'on payera les retraites. Et ce n'est pas parce qu'on applaudit que les gens seront contents, au fond. Simplement, je me suis trouvé dans une situation où 1,5 million de retraités n'avaient pas leur retraite payée. Cette réalité, on peut la contester, et pourtant elle est incontestable. Donc à chaque moment, dans chaque étape, chacun d'entre nous est confronté à cela. Si vous regardez la situation de vos communes, sur les 25 dernières années, notre industrie a perdu 1,5 million d'emplois. 1,5 million d'emplois. On continue ou on trouve les moyens de s'en sortir? Je sais bien que quand on a fait la réforme de la taxe professionnelle, y compris avec mes propres amis, y compris à l'intérieur de notre propre majorité, ça a suscité des inquiétudes. Comment en serait-il autrement? Et pourtant, pouvions-nous conserver en l'état une taxe professionnelle qui n'existait plus dans aucun pays d'Europe?
Pouvions-nous continuer à dire aux industriels, continuez à produire en France, vous en serez récompensés par la taxe professionnelle, alors que si vous produisiez dans un pays frontalier, il n'y aura plus de taxe professionnelle? Pouvons-nous continuer à avoir cette véritable subvention délocalisation qui portait en germe la mort de la taxe professionnelle, puisque le jour où il n'y a plus d'usine, il n'y aurait plus d'assiette, il n'y aurait plus de recettes pour les collectivités locales. Il fallait bien faire quelque chose. On ne pouvait pas continuer comme cela. Dans un débat animé, fort, avec vous, on a trouvé la solution. On s'était engagé, le gouvernement, à vous garantir les recettes. C'est le moins qu'on pouvait faire. À l'arrivée, les recettes de taxes professionnelles sont supérieures de 1,1 milliard à ce qu'on avait promis. On s'était engagé à ce que le nouvel impôt soit assis sur une base dynamique, une assiette dynamique. On l'a assis, ce nouvel impôt, sur l'assiette de la valeur ajoutée. Qui peut contester que c'est une base dynamique? Et comment pouvons-nous continuer? Savez-vous que la taxe professionnelle, dans un pays comme la France, où l'industrie automobile pèse 10% des emplois de la population active, 10% sur 21 millions de population active, 2 100 000 travaillent dans l'automobile. Savez-vous que la taxe professionnelle sur le seul industrie automobile pèse 250 € par voiture produite en France? Était-il raisonnable de continuer? De fermer les yeux? J'aurais dû me dire sans doute, attendons que le congrès des maires soit passé pour faire la réforme après. Et en attendant, combien d'usines fermaient dans vos communes? Combien de territoires désertés par l'industrie? Je suis convaincu que la France doit rester une terre de production, que le mot industrie n'est pas un gros mot, et que le jour où l'industrie s'en va, c'est le début du départ des services, et qu'il n'y a aucune raison que nous cédions sur ce sujet. Tout ça nous a amenés à faire des réformes qui vous ont inquiété, qui vous ont fait mal, qui ont posé problème. Rappelons-nous, réforme de la carte judiciaire, les protestations que je peux comprendre, le sentiment de telle ville d'être décapitée parce qu'elle perd son tribunal d'instance ou son tribunal de grande instance. Mais moi, quand j'ai regardé la carte, je voyais un tribunal de grande instance à 18 kilomètres d'un autre tribunal. Je voyais certains départements avec 3 tribunaux de grande instance, chacun avec leur propre politique pénale. Est-ce qu'on pouvait continuer ainsi, la carte n'ayant pas bougé depuis 1958? La carte militaire qui a tellement fait souffrir l'Est de la France, je m'en excuse. Mais enfin, mes chers amis, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs les maires, peut-on garder la même carte territoriale qu'à l'époque où nous avions la conscription et 350 000 soldats de plus? Pouvons-nous garder 52 bases aériennes, dont 18 n'avaient plus d'avions depuis plus de 20 ans? Peut-on garder 52 bases aériennes dans un pays qu'on traverse en 20 minutes avec les Mirage 2000-5? Et est-ce que l'avenir de grandes métropoles comme Metz ou de grands départements comme la Moselle, cher Gérard Longuet, est-ce que l'avenir, c'est uniquement de garder des bases, même celles dont on n'a pas besoin? Nous avons dû la faire. Les hôpitaux, je dirai un mot de la santé. Je me suis trouvé dans une situation qui est très simple, 69% des hôpitaux de France étaient en déficit. Avec le budget de l'assurance maladie qui augmente de plus de 3% chaque année. On continue comme ça? On continue comme ça? Avec la demande de sécurité médicale, avec le souhait bien légitime des patients de ne plus souffrir. À l'époque où je suis né, qui n'était pas le Moyen-Âge, la péridurale n'existait pas. Nos parents accouchaient comme cela. Maintenant, aller expliquer à une jeune mère de famille qu'elle n'a pas un droit absolu, ce qui est tout à fait normal, à la péridurale? Est-ce que je peux rester avec les 2/3 des hôpitaux de France en déficit? Additionner les déficits? Est-ce que vous pensez que vos concitoyens dans vos communes ont envie de se trouver dans la situation de la Grèce, de l'Irlande ou d'autres pays? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont attachés au service public, je le suis, j'en parlerai, considèrent qu'il est normal qu'on soit le pays qui a un tel déficit, un tel niveau de dépenses, un tel niveau d'impôts? Et est-ce que vous pensez qu'ils nous féliciteraient tous si on était obligé de faire la quête sur les marchés internationaux, si notre note était dégradée?
Vous pensez comment serais-je accueilli au Congrès des maires si la note de la France était dégradée comme la note d'un certain nombre de pays européens le trouve aujourd'hui? Et nous tous qui aimons la France, est-ce qu'on n'est pas légitimement rassurés de voir qu'il y a deux pays solides en Europe, l'Allemagne et la France? Et qui peut me reprocher de vouloir accrocher l'exemple français sur la réussite magnifique, économique et exportatrice de l'Allemagne? Tout ceci, on l'a fait, ça vous a inquiété, ça vous a posé des problèmes, et on l'a fait en 3 ans et demi. Mais j'aurais tellement aimé éviter tout cela si la réforme judiciaire, la réforme militaire, la réforme hospitalière étaient derrière nous. Et là, on en arrive à la réforme des collectivités locales. Au fond, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Trouver des marges de manœuvre pour augmenter le potentiel d'investissement de la France en évitant à toute force d'augmenter les dépenses de fonctionnement de la France. Le problème des finances publiques françaises se réduit à 7 simples phrases. Dans les 30 années passées, on n'a pas eu le courage de couper dans les dépenses de fonctionnement et c'est tellement plus facile de couper dans les dépenses d'investissement. On a accumulé les dépenses, 1 million d'emplois publics en plus entre 1992 et 2007. Mais ce million d'emplois publics, mesdames et messieurs les maires, ça se paye de dépenses publiques, donc d'impôts publics, donc d'un problème de compétitivité pour l'économie française, donc d'un problème de destruction d'emplois, donc d'un problème d'augmentation du nombre de chômeurs. S'agissant de notre organisation territoriale, en préparant cette réunion, enfin, en y réfléchissant, si vous me le permettez, je relisais le discours que tenait François Mitterrand en 1994 devant votre Assemblée. Je le cite, « Nous devons être capables à la fois de créer les structures qui permettent de bien travailler dans une économie moderne, mais aussi de garder la personnalité et l'identité de chaque corps vivant de ce qui fait la France et de ce qui doit continuer de faire la France. » Je peux signer. Mais quel est le problème? Non seulement nous sommes le pays d'Europe qui avons le plus important nombre de niveaux d'administration, mais en plus, nous nous sommes trouvés dans cette situation que tous ont la compétence générale. Commune, compétence générale, département, compétence générale, région, compétence générale, État, compétence générale, Europe qui a vocation à avoir de plus en plus de compétences, et je mets les intercommunalités, les pays ou autres. Qui peut contester que plus personne ne comprenait rien à notre système? Qui peut contester que pour les maires, notamment les maires qui n'ont pas la chance d'avoir des collaborateurs nombreux, je pense aux petites communes, qui comprenaient comment on devait déposer un dossier, où ça se décidait, qui le finançait et comment ça fonctionnait? Depuis 30 ans, chacun considère que notre système est épouvantablement complexe, qu'il manifeste des déperditions d'énergie considérables, qu'il s'est accumulé depuis les grandes lois de décentralisation de M. Defferre et de M. Mitterrand de 1982. Ces lois ont fait faire un progrès formidable à la France, qui avait tendance à être trop centralisée. Mais toutes ces lois se sont accumulées les unes sur les autres, sans qu'à aucun moment on prenne la peine d'essayer d'y voir un peu plus clair dans cet écheveau d'organisation tellement complexe. Je n'ai jamais été de ceux qui ont pensé qu'il y avait trop de communes. Parce qu'au fond, ces 500 000 conseillers municipaux, ces 36 500 communes, c'est peut-être aussi pour ça qu'il fait meilleur vivre en France que dans d'autres pays. On a autant de communes que tous les autres pays d'Europe, mais au fond, il y a un savoir-vivre à la française qui est peut-être aussi la conclusion, l'héritage d'une démocratie locale extrêmement vivante. Mais dans le même temps, on a promis l'intercommunalité, on a dit que ça allait arranger les choses. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous avons 15 600 syndicats intercommunaux, 2 600 EPCI à fiscalité propre,
371 pays, en plus des régions, en plus des départements, en plus de l'État, en plus des 36 500 communes, en plus de l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie et de financement? Est-ce que vous croyez que nos compatriotes, quand ils voient notre organisation, se disent surtout il ne faut rien toucher, ça fonctionne tellement bien? Sur les 10 dernières années, les effectifs des établissements de coopération à fiscalité propre ont augmenté de 64%. Dans le même temps, les effectifs des communes ont augmenté de 3%. Et nous avions tous dit aux Français, vous verrez, on fait l'intercommunalité et il y aura des économies d'échelle. À un moment ou à un autre, il faut qu'on regarde la situation. Bien loin de moi l'idée de dire c'est la faute des uns ou c'est la faute des autres. C'est la réalité de notre pays. Elle est incontestable, elle est incontournable. Alors face à cela, il y a toujours deux formules. Il y a la formule technocratique qui consiste à dire il y a trop de communes, on supprime. Et puis vous n'avez qu'à choisir, vous les politiques. Comme c'est commode de parler des politiques quand on ne s'est jamais présenté une élection. Comme c'est commode de critiquer les politiques quand on n'a jamais affronté le suffrage universel. Comme c'est commode de dire quand on est un expert, entre guillemets, il n'y a qu'à, faut que, faudrait que, et pourquoi vous ne faites pas? Comme c'est commode de faire des dessins sur une page blanche quand nous avons à manier la réalité, c'est-à-dire une France qui n'est pas une page blanche. Alors il y a ceux qui m'ont dit, choisissez, supprimez les départements ou supprimez les régions. Et les deux étaient également convaincus. Pour les uns, les régions n'avaient pas de légitimité, pour les autres, les départements n'avaient plus la superficie. Je n'ai pas voulu de ce choix. Nous en avons discuté. J'ai pensé que les départements avaient la légitimité historique et que les régions avaient une légitimité économique. On peut argumenter pour savoir si elles sont trop petites, s'il ne faudrait pas les rassembler, c'est un autre sujet. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de jouer la complémentarité région-département. Et là, on se complique la vie parce que les Français sont extrêmement attachés à la structure cantonale, je veux dire à la structure territoriale. Donc nous avons inventé un nouvel élu, le conseiller territorial, qui sera au fond le rapprochement du conseiller général et du conseiller régional. Il a des racines territoriales et je pense que l'immense majorité des élus étaient très attachés au maintien du cadre territorial, notamment en ruralité, parce que c'est bien beau quand on est élu de la ville de contester le maillage territorial, mais quand on est élu de la ruralité, si on tue le lien territorial, on tue la ruralité, qui n'aura plus les représentants auxquels elle aspire, qui n'aura plus le contact auquel elle aspire, donc le conseiller territorial restera dans un cadre cantonal. C'est d'autant plus facile que le Conseil constitutionnel nous a demandé de faire la refonte de la carte des conseillers généraux, donc c'est très simple. Et enfin, on aura les mêmes élus qui géreront le département et qui géreront la région. Prenez l'exemple des collèges et des régions, quand même extraordinaire. C'est une assemblée qui gère les collèges, le département, c'est une assemblée qui gère le lycée, la région. Et quand c'est collèges et lycées, il faut négocier une convention pour savoir qui abandonne sa compétence au profit de l'autre. Désormais, ce seront les mêmes élus qui porteront cette responsabilité. Alors à partir de là, naturellement, ce qui est normal, ce qui ne me choque pas, il y a eu toutes les craintes qui ont été engagées. Pour les uns, on supprimait les régions, pour les autres, on supprimait le département. Il faut savoir, c'est soit l'un, soit l'autre, mais ça ne peut pas être les deux. Ensuite, il y a eu le problème de la compétence générale. Naturellement, si une assemblée a la compétence générale, vous êtes, vous, les élus, soumis à la pression de vos administrés. Vous ne pouvez pas vous réfugier derrière le texte de la loi en disant « Ah, j'aimerais bien vous voter cette subvention, mais excusez-moi, la loi m'interdit d'aller dans ce domaine. » Quand vous mettez la compétence générale au département ou à la région, tout groupe de pression est en situation, ce qui est parfaitement normal, de vous demander quantité de subventions sur tous les sujets, puisque vous avez compétence sur tout. Tenez-vous bien, département et région, il y a 20 milliards de dépenses sur les mêmes domaines.
20 milliards. À partir de ce moment-là, on fera la répartition des compétences en gardant un bloc commun, parce que pour les petites communes rurales, elles sont si petites qu'elles ont besoin de financement croisé, parce que le sport et parce que la culture, qui s'agitent facilement, qui ont été agitées, avaient besoin d'être rassurées sur la possibilité qu'on pouvait continuer à financer. Mais franchement, je crois que cette réforme-là, nous sommes arrivés à un équilibre. On verra comment elle va vivre. Je tiens beaucoup à deux autres idées. La première, c'est que ce n'est pas forcé que toutes les régions et départements, avec le conseil territorial, soient organisés de la même manière. Il faut arrêter en France de confondre égalité et égalitarisme et unité avec uniformité. Nos régions ne sont pas les mêmes, nos départements ne sont pas les mêmes. Nous devons pouvoir adapter nos organisations, nos schémas à la réalité de ces régions. C'est justement parce que nous accepterons la diversité d'organisation que notre pays restera uni. C'est l'uniformité obligatoire, rigide, administrée du haut qui fait perdre l'unité d'un pays. Dernier point, si vous me le permettez, l'affaire de la représentation des intercommunalités. Je me suis opposé à l'élection au suffrage universel des intercommunalités. Je m'y suis opposé, j'y ai toujours été opposé pour une raison simple. C'est qu'on organise alors le choc de deux légitimités, la légitimité communale et la légitimité intercommunale. Et comment tranchez-vous le choc de ces deux légitimités? Et je trouve que le système qui vous est proposé, de fléchage sur la liste des premiers conseillers pour les envoyer à l'intercommunalité, est une avancée démocratique. Je ne voulais pas, j'ai clairement dit non à ceux qui me demandaient l'organisation de l'élection au suffrage universel de l'intercommunalité qui signifiait à terme la mort des communes. On aurait tué les communes, certainement, et l'accueil du Congrès des maires de France n'aurait pas, me semble-t-il, été à juste titre apaisé. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Un mot du financement. S'agissant de la taxe professionnelle, les chiffres 2010 sont à votre disposition. L'État a versé, a garanti 1,1 milliard de plus. J'entends bien les craintes, cher Jacques, pour l'avenir. On verra comment évolue la valeur ajoutée. Sur la proposition de Jean-Pierre Raffarin, nous avons fait un comité de suivi de ces questions-là. Gérard Larcher, en tant que président du Sénat, y est très attentif. Surveillons, ayons une clause de revoyure, ayons un rendez-vous pour voir comment ça va évoluer. Mais franchement, avoir une recette assise sur la valeur ajoutée, en dynamisme, c'est bien meilleur qu'avoir une recette qui était pour partie assise sur la valeur de bâtiments ou sur la surface des bâtiments, qui par construction n'est pas aussi dynamique que celle de la valeur ajoutée. Alors venons-en au budget et aux dotations, parce que j'ai entendu votre président et un certain nombre d'entre vous disent le gel, qu'est-ce que ça peut amener? Et allons au fond du débat sur les finances locales, les uns et les autres. D'abord, soyons clairs entre nous. Dans le budget de cette année, l'État garantit aux collectivités locales 98 milliards d'euros. C'est pour vous dire, ce n'est pas une petite somme. J'entends bien ce que tu dis sur l'autonomie. Et je suis certain qu'on se fait applaudir sur l'autonomie. J'attire quand même ton attention sur le fait qu'en Allemagne, qui est un pays où, en termes de décentralisation, on a bien des leçons à tirer, c'est quasi exclusivement des dotations de l'État. Il ne viendrait à personne l'idée de dire qu'ils sont moins autonomes parce qu'ils ont des dotations dans un pays qui est parfaitement fédéral. Donc, pardon d'aller à contre-courant, mais ne résumons pas la liberté des collectivités locales sur la seule autonomie fiscale, notamment pour les communes les plus pauvres, où si vous leur donnez en principe l'autonomie, comme il n'y a pas la recette, qu'est-ce qu'ils en font de l'autonomie? J'aimerais aussi que dans des congrès comme les nôtres, on réfléchisse lucidement à une situation de très grande disparité dans notre pays. 98 milliards d'euros l'année dernière, alors même que les recettes de l'État, tenez-vous bien, du fait de la crise, se sont effondrées de 20%. J'ai eu des demandes de Bercy, pas des ministres, mais de l'administration. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit en tant que président de la République? Ben, Monsieur le Président, c'est très simple. Les recettes fiscales de la France se sont effondrées de 20%,
20%. Vous prenez les dotations des collectivités locales et vous les baissez de 20%, selon le parallélisme des formes. Non seulement nous ne l'avons pas fait, nous ne l'avons pas voulu, nous avons garanti les 98 milliards d'euros. Eh bien, en 2010, ce montant sera de 99 milliards d'euros. Et là, on doit s'expliquer sur les déficits. Je sais bien que vous pesez pour 20% de l'ensemble, vous les collectivités, de la dépense publique. L'État pèse pour 35%, la sécurité sociale pour 45%. Mais mesdames et messieurs, expliquez-moi comment on peut sortir la France de la maladie des déficits et de l'endettement en ne touchant qu'à 35% de la dépense publique, celle de l'État. Comment? Comment on peut fonctionner? Si j'entends les élus, ils me disent nos budgets sont équilibrés, bien sûr c'est la loi. Si j'entends les syndicats, ils me disent touchez pas à la sécurité sociale, c'est la cohésion sociale. OK? Reste les 35% de l'État. Et je dois dire d'ailleurs que les économies n'ont pas commencé avec nous. Depuis le début des années 90, les gouvernements successifs essayent de faire des économies. Mais, mesdames et messieurs, c'est la France. Quand on calcule nos déficits et notre endettement, peu importe de savoir la faute à qui, si on veut réduire nos déficits, réduire notre endettement, il faut qu'on s'y mette tous. On ne peut pas simplement avoir l'État d'un côté, les collectivités de l'autre, la sécurité sociale d'un troisième. C'est pour ça que je parlais par ailleurs des retraites. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'un côté le contribuable national, de l'autre le contribuable local. C'est le même. D'un côté la mauvaise dette, celle de l'État, de l'autre les bonnes dépenses, celles des collectivités. Je suis d'accord avec toi, Jacques. Je pense qu'un niveau administratif, comptable d'augmentation de la dépense n'a pas de sens. Mais pour cela, jouons le jeu. Je rends hommage à l'Association des maires, toutes tendances confondues, qui a participé à la conférence sur le déficit. Et je ne doute pas que les régions, comme les départements, vont venir aussi à la conférence des déficits. Mais enfin, vous êtes tous des citoyens. Vous ne pouvez pas dire que le problème des déficits et de l'endettement ne vous concerne pas. Tous, nous devons apprendre à vivre dans un monde où la ressource n'est plus infinie et où l'utilisation de l'argent public doit sans cesse être repensée. C'est ce que vous faites dans vos communes, naturellement. Et lorsque dans vos communes, vous essayez de tirer la vis et que vous voyez arriver les feuilles d'imposition locale, ça ne vous arrive pas de protester en vous disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Là aussi, c'est la compétitivité de la France. J'ajoute un dernier point sur les péréquations. La péréquation, sur le principe, tout le monde est pour. Là où ça conteste, c'est ceux sur qui on prélève. Depuis 2004, la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine, tenez-vous bien, ont doublé. Elles ont doublé. Ces dotations, pour vérifier les chiffres, ce sont l'instrument de la péréquation. Elles ont doublé et elles vont progresser en 2011. Elles progresseront de 50 millions pour la dotation de solidarité rurale à 802 millions, et elles progresseront de 77 millions pour la dotation de solidarité urbaine à 1 milliard 200 millions. Et on va par ailleurs, pour le bloc communal, communes et intercommunalité, faire que 2% des recettes fiscales de l'ensemble du bloc communal aillent à la péréquation, Jacques, c'est-à-dire 1 milliard d'euros de plus. Bon. Alors, quelle est la seule limite La limite, c'est on ne doit pas tuer les plus dynamiques non plus. C'est quand même un sujet. Évidemment, tout le monde n'a pas la Méditerranée et le soleil. Tout le monde n'a pas la capitale et ce que ça peut représenter en attractivité. Mais il y en a parmi vous, des femmes et des hommes de toutes tendances confondues, qui sont battus pour développer leur territoire. Et ce n'était pas écrit qu'ils arrivaient à les développer. Et je comprends la réaction de ces équipes. Elles disent, bon, on a travaillé dur, on a créé du potentiel fiscal, on a créé de la richesse industrielle, et maintenant vous venez nous dire qu'il faut presque s'en excuser, parce qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas fait les mêmes efforts. Donc, là aussi, il va falloir être extrêmement transparent et extrêmement honnête. Alors, deux choses là-dessus encore. Les normes. Je vous dis une chose, devant votre Congrès, il n'y aura plus une seule norme proposée au vote
de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Je m'y opposerai, quelles que soient les raisons. Pourquoi? Parce qu'à force d'accumuler les normes, plus personne n'y comprend rien. Mais je vais faire une deuxième proposition. Dans le stock de normes qui existe, on va faire un groupe de travail État, collectivités territoriales, et pas simplement les maires, parce que départements et régions, et on va fixer le programme pour enlever un certain nombre de normes. Je ne suis pas sûr que l'accessibilité soit la première norme sur laquelle il faut revenir. Pourquoi? Parce que nos compatriotes qui souffrent d'un handicap, ils ont été abandonnés pendant bien longtemps et considérés qu'ils devaient se débrouiller tout seuls. Mais dans bien d'autres domaines, je pense à l'urbanisme, je pense au logement, je pense, permettez-moi de vous le dire, aux crèches où on applique les mêmes règles invraisemblables en cœur de ville où les terrains sont rares et en plein cœur de la ruralité où il y a autant de terrains qu'on dispose. Le droit de l'urbanisme, personne n'y comprend plus rien. Le droit du logement. Mais je propose également qu'on aille un peu plus loin, je le dis, devant les responsables parlementaires, c'est que nous commencions l'année prochaine à délégiférer dans un certain nombre de domaines, et je serai très à l'écoute de l'Association des maires pour voir par où commencer. Moi, j'ai proposé l'urbanisme, c'est à débattre, mais je trouve incroyable qu'aujourd'hui un maire il soit encouragé à construire laid, mais légal, à ne prendre aucune responsabilité, mais à respecter la règle, plutôt qu'à essayer de faire quelque chose de beau et d'adapter à la situation de sa commune, en prenant parfois quelques libertés avec l'interprétation d'une règle qui n'a plus rien à voir avec ce qu'est la réalité du terrain. On ne peut pas continuer comme ça. Dernier point, le sujet des valeurs locatives. Il y a dans la salle Michel Charasse, que je salue. C'est le premier qui a tenté de faire les valeurs locatives. Les valeurs locatives, disons les choses comme elles sont, c'est une possibilité de recette considérable pour les collectivités territoriales. Ben oui, il y a trois paramètres à la multiplication. Il y a les taux, il y a l'indexation, et puis il y a la valeur locative. Mais enfin, disons aussi les choses comme elles sont. Les valeurs locatives, pourquoi c'est pas simple? Parce que ça posera le problème, notamment du logement social. Donc nous allons, avec le ministre du Budget, dès l'année prochaine, commencer l'expérimentation de l'actualisation des valeurs locatives en prenant un certain nombre de départements, de villes et de régions de test. Parlons-en, mais le rendez-vous est incontournable, il faut commencer dès l'année prochaine. Je terminerai en parlant de 3 autres sujets, très rapidement pour ne pas lasser naturellement votre patience. Le premier sujet, c'est la dépendance. Disons les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui menace le plus certains départements aujourd'hui? C'est le vieillissement de la population et l'incapacité dans laquelle se trouveront ces départements de financer l'explosion de l'allocation personnalisée d'autonomie. Impossibilité. J'étais effrayé moi-même en voyant les chiffres. Il y a 1 100 000 personnes dépendantes. En plus, on a 250 000 de nos compatriotes qui ont Alzheimer chaque année. Chaque année. Dont certains dès 50 ans. L'APA ne peut plus suffire à financer et une quinzaine de départements sont dans une situation d'étranglement pour une raison que chacun comprend, c'est que leur population augmente de personnes âgées qui prennent la retraite dans ces départements et il se trouve que ces mêmes départements qui accueillent pour la douceur de vivre certains de nos compatriotes âgés sont des départements qui n'ont pas un potentiel fiscal capable d'assumer cette augmentation de population, qui est une bonne nouvelle, mais de population âgée, qui a besoin de services de santé, qui a besoin de maisons médicalisées, qui a besoin de personnes à domicile. Donc si l'État ne conduit pas avec vous la réforme de la dépendance dans l'année 2011, là, il y a une véritable explosion de vos ressources locales. Le vrai risque, cher Jacques, mesdames et messieurs, le vrai risque, il est dans le défi du financement de la situation des personnes dépendantes. Ça va être très compliqué, très difficile. Nous allons organiser dès le début de l'année un vaste débat sur le sujet, mais
j'entends que les décisions soient prises dans le PLFSS 2012, voté à l'automne 2011, pour qu'il y ait une réponse à cette question angoissante. Quel que soit l'amour des enfants pour leurs parents, personne n'a un appartement pour recevoir des parents dépendants, et les femmes travaillent. C'est une évolution inéluctable et excellente. Et qui va faire la toilette de la personne âgée qui n'est pas dépendant? Qui va s'en occuper? Et comprenez pour moi, l'affaire des retraites comme l'affaire de la dépendance, ce sont des enjeux absolument nationaux qu'il faut affronter. Nous avons également l'enjeu de la santé, c'est le deuxième sujet. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a jamais eu autant de médecins dans notre pays. Jamais. 210 000. Et en même temps, on a des régions entières, même pas des départements, qui ont une démographie médicale désertifiée, avec certains quartiers de nos villes qui ont une hypertrophie de la représentation médicale. J'ajoute que dans les spécialités, tout le monde va vers les spécialités où il n'y a pas de garde, et on n'a plus de médecins anesthésistes, on n'a plus d'obstétriciens, et on a beaucoup de difficultés à trouver un certain nombre de spécialités. Là encore, l'État doit vous aider à installer durablement des professionnels de la santé. Nous allons complètement repenser le statut des médecins, repenser leur rémunération. La rémunération à l'acte doit rester la base, mais elle n'est pas suffisante. Eux aussi, il faut leur libérer du temps pour des actes médicaux et non pas pour remplir quantité de formulaires qui, par ailleurs, ne servent à rien. Je crois également qu'il faut aller plus loin dans le financement des études des jeunes internes qui s'engageront, en échange du fait que l'État ait payé leurs études, à s'implanter dans des régions et des départements où il n'y a pas de médecins. Sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Je termine en parlant d'un sujet qu'a évoqué Jacques Pélissard, qui est le problème de la sécurité. Alors, pour la sécurité, c'est un sujet qui touche toutes les sociétés modernes, une violence de plus en plus barbare, sans limite, sans règles, sans remords. Toutes les sociétés sont touchées par cela. C'est en Allemagne où un individu fait feu sur sa classe. Chez nous, on va tuer à Marseille un jeune dans la guerre de clans pour le trafic de drogue. L'État, bien sûr, doit faire son devoir, Jacques. Et s'agissant de la police judiciaire, de la répression, de la fermeté, nous répondrons présent. Tu appelles à ce que État et collectivités locales, nous travaillons ensemble, main dans la main. Tu as parfaitement raison. Il existe la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance, dont il faut bien le dire qu'elle est très peu appliquée. À nous de nous saisir de ce sujet, et j'aurai l'occasion à la suite de ce congrès de recevoir un certain nombre de maires, toutes tendances confondues, qui ont dit des choses, me semble-t-il, très raisonnables dans toutes les formations politiques, pour voir avec eux comment on peut travailler de manière à faire progresser les choses et de façon à ce qu'on apporte des résultats à nos compatriotes. Mesdames et messieurs, j'aurais pu parler de bien d'autres sujets. Je voudrais, mais je ne veux pas lasser votre patience, et je voudrais terminer en disant quelque chose de plus personnel encore. Pour moi, c'est toujours passionnant et un moment heureux que de débattre avec des femmes et des hommes qui sont engagés, fussent-ils engagés dans des formations politiques ou dans des familles politiques qui ne sont pas les miennes ou qui me combattent. Pourquoi? C'est un plaisir. Parce que toute ma vie, je me suis engagé. Je connais l'engagement. Je pense qu'un pays n'est grand et ne s'en sort que quand une partie des concitoyens de ce pays s'engage. C'est tellement facile de faire de l'amertume assis sur sa chaise et de regarder les autres se débattre
que ce soit l'engagement syndical, l'engagement associatif ou l'engagement politique. Il est utile à notre pays. Et je n'aime pas beaucoup l'évolution des choses, qui fait que c'est toujours ceux qui s'engagent le plus, qui sont le plus dénoncés, le plus attaqués, le moins respectés. Bertrand Delanoë disait tout à l'heure, il faut se respecter. Oh oui, combien il a raison. Mais je veux dire à tous ceux qui nous regardent, y compris le système médiatique, respectez donc ceux qui ont eu le courage de se présenter devant le suffrage universel. Respectez-le aussi. Je dis à la classe politique dans son ensemble, donnons l'image de gens respectables qui nous écoutent, qui dialoguent et qui tirent le débat vers le haut. Je suis inquiet parfois. Il y a suffisamment de sujets qui permettraient de nous opposer au service de notre pays en tirant tout le monde vers le haut. Il y a suffisamment d'enjeux complexes où il n'y a pas de prêt-à-porter, prêt-à-penser idéologique qui mériterait des débats de haut niveau. Ce n'est pas la peine qu'on se prête les uns ou les autres à des émissions ou à des polémiques qui tirent tout vers le bas, qui avilissent tout, qui ne respectent rien et qui conduisent finalement à donner une piètre image d'une démocratie qui a besoin de femmes et d'hommes comme vous. Je vous remercie.